Le gouvernement propose de nouvelles aides pour aider les Français face à la hausse des prix des carburants. Toujours aucune aide généralisée, mais des dispositifs très ciblés pour certains travailleurs modestes. 3 millions de travailleurs modestes sont concernés. Je vous propose d'écouter, pour commencer, ce que disait Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat, qui aujourd'hui estimait que l'État n'avait pas les moyens de mettre en place des aides sur les carburants. Écoutez-le, il était ce matin l'invité de nos confrères de BFM TV. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises et de faire face dans un pays qui est déjà et surendetté et surfiscalisé. C'est ça la réalité de notre pays et c'est sur quoi d'ailleurs nous devrons avoir l'an prochain un débat. Comment on redresse ce pays ? Je crois qu'il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français. Gérard Larcher, interrogé donc ce matin sur RTL. Romain Eskenazi, les moyens, on ne les a pas. Ce n'est pas une surprise. On le savait bien avant cette crise, bien avant cette guerre. Mais aujourd'hui, cette réponse, elle ne suffit pas. Non, cette réponse est insuffisante et nous avons les moyens, dans la mesure où l'État a perçu de la TVA supplémentaire à cause des hausses des prix du carburant. On estime, rien que pour le mois de mars, à 270 millions d'euros supplémentaires touchés par l'État via la TVA et les autres taxes sur les carburants. Si on dit que c'est la même chose au mois d'avril, ça fait quasiment 500 millions supplémentaires qui sont arrivés dans les caisses de l'État. Nous proposons... Mais sauf que le gouvernement nous dit que cette crise liée à la guerre, elle coûte beaucoup plus cher que ces 270 millions d'euros qui ont été effectivement des recettes fiscales supplémentaires liées aux taxes de carburant. Mais pourquoi est-ce qu'elle coûte cher ? Parce qu'il y a moins de consommation, du coup il y a moins de TVA qui rentre, il y a moins de croissance économique, il y a moins d'emplois. Et bien pour amortir à long terme effectivement cette crise, il faut bien aider tout de suite. Le fait de dire on n'a pas les moyens, on n'aide pas, et ben ça ne va faire que renforcer les effets de la crise, renforcer les licenciements, les baisses de chiffre d'affaires, les baisses de consommation et donc les baisses de recettes de TVA. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc je pense au contraire que c'est de la responsabilité de l'État de maintenir l'économie à flot, de maintenir le pouvoir d'achat des Français pour soutenir la consommation et donc l'économie. Nous, il y a une deuxième piste en dehors de cette TVA, et il y a 5 chefs d'État, et je regrette que le chef d'État français n'ait pas fait partie de ce club, qui l'ont demandé à l'Union européenne, c'est une taxe sur les super profits des pétroliers. On estime que rien que Total a fait 1 milliard de bénéfices supplémentaires liés à l'augmentation des prix du carburant, ne serait-ce que sur le mois de mars. Nous proposons, non pas de retirer tous ces bénéfices, mais une taxe qui pourrait être d'un tiers, de 33% sur ces bénéfices-là, liés aux profiteurs de la crise. Alors c'est profiteurs indirects, mais en tout cas, ils profitent quand même, ils engrangent des profits sur le dos des Françaises et des Français à cause de cette crise. Le problème, c'est les pétroliers, c'est les raffineurs, c'est les distributeurs. Je dis pas que c'est le problème. Parce que sur le prix du litre, comparé aux taxes, ça représente pas grand-chose. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'une baisse des taxes généralisée, ça profiterait également à vous et à moi qui avons peut-être les moyens de faire notre plein avec un gasoil à 2 euros, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Françaises et de Français qui doivent faire 50 km pour se rendre sur leur lieu de travail et qui ont des revenus extrêmement modestes qui leur permet aujourd'hui à peine de vivre. Donc je considère que ces recettes de TVA supplémentaires plus une taxe sur les super profits des pétroliers devraient aider non seulement les professionnels, comme le propose le gouvernement, mais également les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail et qui sont obligés pour ça de prendre la voiture. Quand on parle de 3 millions de salariés, c'est des salariés sur leur temps de travail. C'est une infirmière à domicile, c'est une aide à domicile qui va effectivement avoir une aide pour se rendre chez son patient. Mais pour un médecin ou une infirmière qui, pour se rendre à son hôpital, où il travaille en interne, doit faire 50 km, là il y a 0 € d'aide. Et moi je considère qu'il faut aussi soutenir la demande intérieure. J'ai des témoignages sur ma circonscription de restaurateurs qui ont divisé par 2 le nombre de couverts qui servent le midi par exemple. Eh bien ça fait des recrutements en moins, ça fait du chiffre d'affaires en moins, ça fait de la TVA en moins, ça fait des recettes fiscales en moins, et donc ça fait de la récession économique. Donc si on veut maintenir de la croissance économique, du développement économique, il faut absolument que l'État intervienne en redistribuant des gens qui profitent finalement de cette crise. Donc si j'ai bien compris, trouver de l'argent ailleurs, notamment du côté des pétroliers, mais ça veut dire que vous n'êtes pas favorable, vous, à une baisse des taxes sur le carburant comme peuvent l'être d'autres groupes de l'opposition à l'Assemblée nationale ? Non, nous sommes opposés à cette solution pour 2 raisons. D'abord, ça a un impact extrêmement fort et négatif sur les recettes fiscales. Là, pour le coup, c'est plusieurs milliards qui rentrent en moins tous les mois, premièrement. Et deuxièmement, ça profite à tout le monde. C'est-à-dire que encore une fois, même les députés vont pouvoir bénéficier de cette baisse de TVA pour faire leur plein. Je ne suis pas sûr qu'on en ait réellement besoin. À l'inverse, vous avez des Françaises et des Français qui n'ont pas l'alternative du transport en commun. Quand vous habitez dans certains territoires, c'est pas qu'il faut renforcer les transports, c'est qu'il n'y en a pas du tout.
Et du coup, on est obligé de prendre sa voiture pour des déplacements obligatoires, pour ses déplacements de santé, pour ses déplacements professionnels. Et c'est eux, effectivement, qu'il faut aider, des Françaises et des Français qui travaillent et qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre dignement de leur salaire et qui voient leur pouvoir d'achat fondre à cause de ces hausses de carburant. Donc, pas une aide généralisée en baissant la TVA. On continue à récolter la TVA. On récolte une nouvelle taxe sur les super profits des pétroliers et on le redistribue à travers un chèque énergie. C'est exactement ce qui s'est fait pendant la crise ukrainienne. Alors, mis à part quelques nuances, si j'entends ce que vous dites, finalement, Romain Eskenazi, ça veut dire qu'en gros, vous êtes sur la ligne du gouvernement sur ces aides ciblées qui ont été annoncées ces derniers jours, et notamment hier, encore une fois, cette nouvelle vague d'aide annoncée par Sébastien Lecornu. À 2 exceptions près, en recettes et en dépenses. Nuances. Voilà, la nuance, c'est que nous serions... Eux, ils se basent que sur les recettes fiscales actuelles. Nous voulons créer une nouvelle recette fiscale exceptionnelle, c'est-à-dire les bénéfices sur les surprofits. C'est simple, on compare les bénéfices qu'ils font ces 4 dernières années. Et au-dessus de 20% de différence, c'est-à-dire qu'ils profitent d'une situation exceptionnelle, à ce moment-là, il y a une taxe spéciale sur ces super profits qui pourrait effectivement contribuer à financer des aides, et c'est la deuxième différence, également pour les particuliers les plus modestes de notre pays. Sur les 40 millions d'automobilistes, on peut prendre les 10 millions d'automobilistes les plus modestes, et c'est eux effectivement qu'on va aider. On va cibler également des particuliers qui voient impacter leur pouvoir d'achat juste en faisant le plein pour aller au travail, et ça c'est pas normal. Donc encore une fois, ce sont des aides ciblées. Est-ce que ça ne revient pas à dire que certains Français bénéficient de ces aides et que les autres doivent encaisser seuls la hausse finalement de ces prix des carburants? Vous faisiez référence il y a quelques instants à cette infirmière ou à ce médecin qui utilise sa voiture pour aller travailler. On peut imaginer que l'infirmière et le médecin ne fassent pas partie des travailleurs les plus modestes et donc ne bénéficieront donc finalement pas de ces aides ciblées. Alors, le médecin à l'hôpital, si c'est un médecin étranger, il en fait partie. Si c'est un médecin français, je vous confirme que non. L'infirmière, elle en fait partie. Et ça dépend aussi des possibilités de transport. Si vous habitez, pas forcément. Il y a des infirmières qui font partie à l'hôpital. Il y a des infirmières qui font partie de la classe moyenne et qui ne sont pas forcément, qui font pas partie des plus modestes aujourd'hui. Je dis pas que les infirmières gagnent bien leur vie, mais en tous les cas, ces aides, elles s'adressent vraiment à des personnes bien ciblées. On parle de tranches d'imposition comprises entre D1 et D5, donc c'est à étudier. Selon moi, il y a un deuxième critère, c'est l'obligation ou non de prendre sa voiture. Moi, je travaillais à l'hôpital de Saint-Denis, à l'hôpital de Gonesse avant d'être élu député. J'avais des collègues qui faisaient quelques stations de bus et de métro sans aucun problème pour aller travailler. J'en avais d'autres qui habitaient dans l'Oise et qui devaient faire 50 km en voiture aller et 50 km en voiture retour, ne serait-ce que pour prendre leur poste de travail et pour soigner les Françaises et les Français. Je pense qu'il faut effectivement cibler sur des personnes qui n'ont pas la possibilité de l'alternative des transports en commun. Je le disais donc il y a quelques secondes, vous êtes à quelques nuances près aligné aux propositions faites aujourd'hui par le gouvernement. Jordan Bardella a déclaré dernièrement que finalement la politique économique du gouvernement aujourd'hui était dictée par le Parti socialiste. Écoutez le président du Rassemblement national qui s'exprimait sur ce sujet. Il a pris la parole avant son déjeuner avec le MEDEF. Il a dit concrètement qu'aujourd'hui, le ministre de l'économie s'appelait Olivier Faure. On écoute Jordan Bardella. Le ministre de l'économie, il s'appelle Olivier Faure. Puisque c'est le Parti socialiste aujourd'hui qui guide l'intégralité des décisions qui sont prises par Monsieur Lecornu. Donc aujourd'hui, ce gouvernement est l'otage du Parti socialiste. On l'a vu d'ailleurs dans l'augmentation de la fiscalité sur l'impôt de société qui a été rehaussée, qui devait l'être de manière temporaire et qui pèse non pas seulement sur les grands groupes, mais sur toute la chaîne de valeur et notamment sur les TPE-PME. Il y a beaucoup d'économies à faire dans la mauvaise dépense publique. Et nous sommes aussi le parti politique de la lutte contre les gaspillages d'argent public. Croyez-moi, de l'argent à économiser, il y en a. Il y en a sur l'immigration. Il y en a sur la fraude, il y en a sur les agences d'État, il y en a sur la bureaucratie, sur la mauvaise utilisation de l'argent public, avant de demander des efforts aux Français et toujours des efforts aux mêmes. Ce gouvernement est l'otage du Parti socialiste. Les mots de Jordan Bardella avant son déjeuner avec le MEDEF, c'était lundi. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Romain Eskenazi ? Déjà, je voudrais répondre à ce que vous avez dit avant. Vous avez dit que vous êtes aligné sur le gouvernement, à part une petite nuance. Il me semble qu'une nouvelle taxe supplémentaire sur les super profits et des aides ciblées également sur les particuliers, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est plus qu'une nuance. Je veux dire, vous êtes aligné sur l'idée de base, qui est une aide ciblée générale, plutôt qu'une baisse de TVA généralisée. Ça, je suis d'accord avec vous. S'agissant de la remarque de Jordan Bardella, aujourd'hui, il y a une majorité. Ce qui compose aujourd'hui le gouvernement, c'est le bloc, ce qu'on appelle le socle commun, c'est-à-dire la Macronie avec le soutien de LR. Simplement, ils n'ont pas de majorité absolue. Et donc, ils ont deux alternatives pour aller trouver des majorités, pour négocier, soit le Rassemblement national,
alors que s'il y a bien une majorité à l'Assemblée aujourd'hui, c'est celle du Front républicain, c'est-à-dire une majorité de Françaises et de Français qui ont refusé un gouvernement du Front National, soit se tourner vers les socialistes pour négocier. Donc non, on ne gouverne pas, mais je confirme que le gouvernement mène une politique de droite, mais avec des ajustements venant de la gauche démocratique ou républicaine, on l'appelle comme on veut. Mais ils sont effectivement obligés de négocier. Et ça tombe bien, on est au Parlement, et au Parlement, on se parle. On a eu l'habitude d'avoir des majorités absolues en permanence, avec des gouvernements qui pouvaient mépriser leurs oppositions, qui n'en avaient pas besoin finalement. Là, je confirme que le gouvernement a besoin de discuter avec d'autres groupes pour essayer de trouver des majorités sur des mesures. Donc non, nous ne sommes absolument pas au pouvoir, c'est une politique de droite qui est menée. Simplement, nous avons, dans ce budget et dans différents sujets, pu obtenir un certain nombre d'ajustements parce que le gouvernement a besoin de nous s'il ne veut pas tomber et être censuré une troisième fois. Le Parti socialiste avance ses pions donc pour 2027 avec un programme, une ébauche du programme dévoilé aujourd'hui. Retraite à 62 ans, taxation des grandes fortunes, virage économique assumé. Beaucoup de mesures restent floues, non chiffrées pour le moment. Derrière l'affichage, une question, est-ce un projet donc pour 2027? Est-ce une base de discussion encore très, très théorique? Quelle est finalement la ligne du PS aujourd'hui sur ce sujet? Alors déjà, c'est un travail, et je tiens à saluer ma collègue députée européenne Chloé Ridel qui a animé ce travail-là, qui a nécessité plus d'1 an, un tour de France complet, plus de 1000 contributions, à la fois de scientifiques, de professionnels, de militants, mais aussi de très nombreux citoyennes et citoyens. Et effectivement, pourquoi une ébauche? Parce que ce projet va être ensuite redescendre dans toutes les fédérations de France et va pouvoir être amendé par l'ensemble des militants socialistes. Et donc, c'est effectivement 600 propositions, dont les 40 principales ont été présentées ce matin en conférence de presse, qui fixent un cap même bien au-delà de 2027. C'est la proposition du projet socialiste, plutôt à horizon 2050, c'est-à-dire à quoi doit ressembler la France de demain en termes d'économie, en termes de nouveaux droits, en termes de fiscalité, en termes de protection de l'environnement, en termes de pouvoir d'achat, qui est notre priorité absolue. Et donc, c'est effectivement une base sur laquelle vont pouvoir discuter les militants, et nous irons après, avec ce programme-là, discuter avec nos partenaires, étant bien conscients qu'il faut une union de la gauche non mélenchoniste à l'élection présidentielle. Donc ce sera notre base pour pouvoir négocier avec les autres partenaires de gauche. Une union de la gauche non mélenchoniste à l'élection présidentielle. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui concrètement? Ça veut dire ce qu'on a annoncé à notre dernier congrès, une union de Ruffin à Glucksmann ou de Glucksmann à Ruffin, c'est-à-dire en gros toutes les sensibilités de la gauche qui seraient rassemblées autour d'un projet commun, autour d'une candidature unique, pour proposer une alternative à la fois à la politique libérale d'Emmanuel Macron et à la politique populiste, réactionnaire et xénophobe de l'extrême droite. Et est-ce que c'est encore possible? Est-ce que vous pensez que toutes ces sensibilités politiques sont alignées également comme le souhaiterait le Parti socialiste aujourd'hui? Évidemment, elles ne sont pas toutes alignées, mais je considère que le Parti socialiste, qui est au cœur de cette frange de la gauche, qui a sur sa droite M. Cazeneuve, M. Glucksmann, qui a plutôt sur sa gauche Mme Tondelier, les communistes et François Ruffin, on aurait la capacité, je pense, autour de ce projet-là, de rassembler, de trouver des points de convergence et de porter un projet à la fois extrêmement crédible sur le plan économique et budgétaire, mais également porteur d'espoir pour les Françaises et les Français. Écoutez Philippe Brun, qui est député PS de l'Eure et qui réagissait donc ce matin au programme du PS. C'était chez nos confrères de Sud Radio. Le programme est intéressant, il y a beaucoup de choses évidemment que je partage, que nous partageons. Il n'est pas financé. Donc c'est des propositions. C'est ça qui vous a dérangé. C'est des propositions qui sont mises dans le débat interne du parti. Il y a une présentation, mais je rappelle qu'il n'est pas définitif du tout. Et donc là, on a un parti démocratique. Donc dans les fédérations, dans tous les départements, on va débattre, l'amender. Et j'espère qu'on aura un beau programme à présenter, la version définitive dans 1 mois et demi, une fois qu'on l'aura voté. Il faut tout reprendre à la droite et à l'extrême droite, notamment tout ce qu'ils nous ont pris. Ils nous ont pris la laïcité, ils nous ont pris la défense du travail, ils nous ont pris la défense du service public, ils nous ont pris la défense de la République, rendez-vous compte. Alors il faut qu'on reprenne tout, y compris la notion de liberté. Le député PS de l'Eure, Philippe Brun, interrogé sur Sud Radio ce matin. C'est un début, donc une ébauche de programme. La version définitive doit être publiée d'ici 1 mois et demi. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui présenter un programme sans candidat clairement identifié aujourd'hui? Nous avons choisi cet ordre-là, et c'est toujours le cas au Parti socialiste. D'abord, on travaille sur le fond, on travaille sur les idées, on travaille sur le programme. Ensuite, on le chiffre. Moi, je partage ce que dit Philippe Brun, qui est un député
avec qui je travaille beaucoup, il y a quelques pistes de financement. Notamment, on estime à 7,5 milliards la suppression, ce qui pourrait rapporter la suppression de doublons entre l'État et les collectivités locales. Vous savez, c'est pas toujours très clair, les compétences générales, qui fait quoi. Donc des économies évidemment à trouver, des recettes fiscales supplémentaires. Il y a aujourd'hui une profonde injustice fiscale avec des PME qui payent moins d'impôts que les multinationales en proportion, les classes moyennes qui paient moins d'impôts en proportion que les milliardaires. Donc il y a beaucoup à faire en termes de justice fiscale, ce qui rapportera de l'argent. Et nous sommes évidemment sur une trajectoire de baisse des déficits, étant pleinement conscients que la dette est un problème majeur en France. Donc non, ça me paraît logique qu'on définisse d'abord le projet et qu'on définisse ensuite celle ou celui qui sera le plus à même de le porter pour convaincre les Françaises et les Français. Ça veut dire que l'incarnation, elle n'est pas importante aujourd'hui ? Elle est très importante, mais qui va porter les idées, c'est une chose, mais quelles sont les idées qu'on va proposer, c'est quand même primordial. Quelles solutions est-ce qu'on propose aux Françaises et aux Français pour le pouvoir d'achat, pour l'accès au logement, pour l'accès à la santé, pour les créations d'emplois, pour le développement économique, pour la transition écologique, pour la souveraineté, pour les valeurs de la République à réaffirmer alors qu'on est dans une société de plus en plus fracturée, comment rassembler les Françaises et les Français autour d'un projet politique. Donc voilà, tout ça c'est aussi central, essentiel. Aujourd'hui c'est le temps du débat. C'est plus qu'une ébauche, parce que c'est encore une fois un an de travail, 1000 contributions, 600 propositions, mais je partage ce qu'a dit Philippe Brun. Il y a des précisions, des améliorations qui vont être apportées dans les fédérations et des précisions données notamment sur le financement, la crédibilité de notre projet étant absolument essentielle pour nous. Aujourd'hui, vous le disiez, le choix de la personne qui va incarner ce projet, il repose bien évidemment sur les décisions qui seront prises quant à l'union de la gauche, l'union qui sera trouvée. Vous me disiez une union de la gauche non mélenchoniste. En quoi votre programme, en quoi aujourd'hui le programme du PS se différencie de celui de la France Insoumise, justement ? Je dirais que le premier point, on a des points communs. Je les reconnais, contrairement à eux, parfois, que c'est un parti qui appartient à la famille politique de la gauche. Donc en ça, on va avoir des points communs sur la hausse du pouvoir d'achat, sur les services publics, sur l'importance accordée à la transition écologique. On va retrouver des points communs parce que nous sommes deux familles politiques de gauche. Par contre, nous considérons que nous avons, nous, un discours clair et assumé sur l'immigration et la sécurité, qui sont des sujets qui sont moins abordés par la France Insoumise. On accorde énormément d'importance à la diminution de la dette et à la réduction des déficits, donc à la crédibilité fiscale de notre projet. On a un discours fort sur la réindustrialisation, sur le développement économique. On considère, nous, au Parti Socialiste, que le mot économie, développement économique n'est pas un gros mot. Et puis, nous affirmons avec beaucoup de force les valeurs républicaines dans leur entièreté. Évidemment, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité, l'autorité de l'État, qui sont des valeurs qui sont intrinsèques à la République. Et je pense que si parfois les insoumis nous considèrent comme pas assez à gauche, ça peut m'arriver de trouver que les insoumis sont de leur côté pas assez républicains. Et en ce qui concerne effectivement le fait de rejeter la France Insoumise demain de cette union, est-ce que cette décision est arrêtée du côté du Parti Socialiste ? Il y a toujours eu une certaine ambiguïté de ce côté-là. On l'a vu notamment lors des élections municipales, lorsqu'on rejette la France Insoumise d'un côté, mais que l'on parle d'union technique, d'union stratégique dans certaines villes. Vous pouvez comprendre que de ce côté-là, du côté des Français, il y a une forme d'incompréhension sur le positionnement du Parti Socialiste vis-à-vis du parti de Jean-Luc Mélenchon. Je peux le comprendre, je voudrais néanmoins tout de même relativiser. Il y a eu des accords au municipal entre le PS et la France Insoumise dans 0,6% des communes où nous étions présents au deuxième tour. Dans 99,4% des communes, nous étions concurrents, et même avec des campagnes parfois extrêmement virulentes. Je pense évidemment à la campagne de Saint-Denis qui a été victorieuse pour LFI, mais où Mathieu Hanotin, le maire socialiste sortant, a vécu une campagne particulièrement rude. Donc nous étions, et nous avons toujours été adversaires. Et une défaite particulièrement rude aussi. Oui, enfin, ils ont gagné 9 000, on en a gagné 800. Non, mais quand je dis défaite rude, c'est-à-dire qu'il n'a pas été ménagé, notamment par ses opposants, lors de sa défaite. Oui, voilà. Donc, honnêtement, LFI s'est créé à partir du PS pour le remplacer. Donc, on est concurrents depuis toujours. C'est arrivé 2 fois qu'on fasse des accords aux législatives parce qu'on avait encore ce point commun-là de ne pas vouloir l'accès au pouvoir de Jordan Bardella, excusez-moi le lapsus. Et donc, on a fait un accord, un pacte de non-agression. On a présenté un seul candidat par circonscription. Moi, j'étais candidat socialiste, j'avais pas d'LFI en face de moi. Et sur la circonscription d'en face, il y avait un candidat LFI qui n'avait pas de socialiste en face. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive pour le Parti Socialiste, aujourd'hui, à la présidentielle, c'est clair. Mais et pour LFI et pour nous, même Jean-Luc Mélenchon a fait un appel. Oui et non, c'est-à-dire que si demain il faut choisir entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, le Parti Socialiste choisira Jean-Luc Mélenchon. Mais
Non, mais c'est parce que Non, mais je veux bien qu'on fasse de la politique fiction, mais encore une fois, fiction, c'est de la... Ah non, là, moi, je ne vois pas au deuxième tour Jean-Luc Mélenchon contre Jordan Bardella. Moi, personnellement, je pense que ce sera soit Édouard Philippe, soit le candidat d'Union de la gauche non mélenchoniste. Vous pensez, mais c'est une hypothèse, techniquement, c'est possible en tous les cas. Bien sûr, techniquement, c'est possible. Nous, écoutez, entre un parti d'extrême droite et un parti de gauche qu'on trouve trop radical et pas assez républicain... Et qui n'est pas d'extrême gauche ? Aujourd'hui, moi, je les qualifie de gauche radicale. On pouvait l'appeler d'extrême gauche. En tout cas, par défaut, effectivement, je voterai toujours la gauche contre l'extrême droite. C'est une évidence. Pour autant, à la fois la direction du Parti socialiste et l'ensemble de ses sensibilités, et d'autre part LFI, ont clairement dit qu'il n'y aurait pas d'union entre le PS et LFI au présidentiel. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête ce débat. Ils ont fait, eux, un appel aux écologistes et aux communistes à les rejoindre. Nous, on fait un appel aux écologistes, aux communistes, mais aussi à Place Publique, Convention et toutes les autres formations de la gauche à nous rejoindre. Donc il est absolument clair qu'il n'y aura pas de candidat unique de la gauche. Et car je pense d'ailleurs que ce serait le meilleur moyen de perdre. Je rappelle que la gauche n'a jamais gagné en ayant un candidat unique et que si on est affilié à Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'on suscitera plus de rejet que d'adhésion et que c'est le meilleur moyen de laisser Jordan Bardella gagner la présidentielle. Un dernier mot, Romain Eskenazi, concernant le profil, concernant toujours le choix de la personne qui va incarner votre projet. La question, le profil de François Hollande demain, comment est-ce que se positionne aujourd'hui le PS ? Alors, écoutez, il y a plusieurs candidats qui sont exprimés aujourd'hui au PS. Il y a eu Karim Bramouane, il y a Jérôme Guedj, il y a François Hollande. Je pense qu'il y aurait potentiellement Olivier Faure et Boris Vallaud. Pour moi, toutes ces personnalités ont l'avantage d'être socialistes et je considère que les socialistes sont les seuls à pouvoir ouvrir les deux bras et à rassembler aussi bien Monsieur Cazeneuve, Monsieur Glucksmann d'une part et de l'autre côté les communistes, les écologistes et à pouvoir rassembler comme ça pour nous amener jusqu'à la victoire et changer la vie des Français. Merci Romain Eskenazi. Merci à vous.